Autre sujet à présent, Philippe de Villiers, il y a eu au début de cette semaine une véritable déferlante qui s'est abattue sur CNews. La France insoumise et de nombreuses personnalités de la Macronie, le Premier ministre Sébastien Lecornu ou encore la ministre de la Culture Catherine Pégard, ont rivalisé de zèle pour dénoncer ce qu'ils ont appelé le racisme de CNews. Jusqu'à ce vendredi où Mediapart, très inspiré, relayé par son ancien patron, appelle à débrancher CNews. Il est urgent de débrancher CNews, chaîne de déconstruction de la démocratie, rien que ça. Il ne s'agit pas de l'interdire, mais de supprimer son autorisation de diffusion sur un bien public, la TNT, par non-respect de ses obligations. Geoffroy Lejeune. Alors, ça fait longtemps qu'on voulait vous poser la question, mais quelle est, Philippe, votre analyse de cet emballement autour de CNews? Et vous paraît-il un tant soit peu justifié? Alors, je connais bien Michel Onfray, très bien. Nous sommes amis, je l'aime beaucoup. Je le connais depuis longtemps. Faire passer Michel Onfray pour un raciste, non, c'est pas sérieux. Voilà, donc je réponds pas. Sur cette pluie d'insultes, j'ai pas de réponse. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. En revanche, ça m'a fait penser à ce que m'avait dit un jour François Furet, qui avait des attaches vendéennes que je connaissais bien, que j'ai eu l'occasion de rencontrer longuement sur le bicentenaire de la Révolution française. Et il m'a dit, nous sommes à la veille d'une entreprise de vitrification. Il tenait le mot de Staline. La vitrification. La vitrification, ça consiste à vous fixer au sol. Et ça marche. Ça marche encore mieux aujourd'hui que du temps de Staline. Et il m'avait développé les 4 armes de la vitrification. En devenir, me disait-il. On peut les passer en revue rapidement. La première arme de la vitrification, qu'on connaît bien ici, c'est la fascisation. Alors là, c'est du Staline tout craché. C'est lui qui a inventé ce mot en disant qui est contre Staline et pour Hitler. Alors aujourd'hui, ça pose un problème puisqu'il n'y a plus Hitler ni Mussolini. Donc comment on fascise l'adversaire? On fascise tout adversaire qui se réclame d'une forme d'hétéronomie. C'est-à-dire, si je dis « je suis patriote », oh là, extrême droite. Si je dis « j'ai une conscience nationale », oh là, fasciste. Si je dis une famille, c'est un père et une mère, oh là, fasciste. Si je dis il faut rétablir l'autorité, oh là, fasciste, etc., etc. Donc toute hétéronomie dans la société est considérée comme une marque de fascisme. Alors le fascisme, cette dialectique fasciste-antifasciste, elle permet de disqualifier et elle permet de tuer, puisque c'est au nom de l'antifascisme que Quentin de Ranc a été tué. Et là, on a vu la force de l'excuse absolutoire. Oui, mais d'accord, il est mort, d'accord, ben, on peut le regretter, mais c'était quand même un fasciste. Ah bon, d'accord, ah oui. Bon. Et donc, l'excuse absolutoire qui devient la victimisation accusatoire. Donc, c'est l'antifasciste qui est la victime et le fasciste qui est toujours le coupable. Deuxièmement, l'islamophobie, inventée par Khomeini au moment de la fatwa Salman Rushdie, qui recommande à tous les Occidentaux d'utiliser cette arme, l'islamophobie. L'islamophobie, c'est non seulement toute critique des musulmans, mais toute critique de l'islam. C'est-à-dire, si vous critiquez les minarets, si vous critiquez le halal, si vous dites qu'il faut que on puisse serrer la main des femmes, si vous dites que les femmes peuvent aller dans un bistrot, si vous dites que vous êtes contre le voile des petites filles, etc., vous êtes islamophobe. Et donc le danger, c'est que là, on est sur un délire. C'est le début de la judiciarisation. Si vous dites que vous êtes christianophobe, aucun problème, c'est un exercice ludique. Recommandé. Mais islamophobe, vous allez au tribunal.
Donc, chacun reste sur ses gardes. Troisième vitrification, c'est le colonialisme. Le colonialisme, c'est la clause de la honte du grand-père. Parce que le grand-père, en fait, était un esclavagiste, un colonialiste. Et donc, c'est l'idée d'une mémoire pénitentielle infligée à chaque petit Français pour qu'il se taise. Et pour qu'il cesse de croire un seul instant que son pays vient de loin et vient de plus grand que lui. En effet, la France est un pays inventé par l'esclavagisme et le colonialisme, et il faut éradiquer ce qu'ils appellent le privilège blanc. Et puis arrive le racisme, en 2 temps. Et là, c'est intéressant. Premier temps, octobre 1984, SOS Racisme. Là, l'idée, c'est de dire le droit à la différence, la fin de l'assimilation. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'avec SOS Racisme, ils fabriquent le communautarisme, dont ils se plaindront pour certains d'entre eux. Les inventeurs, évidemment, seront les arroseurs arrosés. Trop tard. Avec SOS Racisme, ils ont fabriqué le communautarisme. Et puis, deuxième étape, on en a parlé au téléphone, Elliot. Ça m'avait beaucoup frappé quand vous m'avez dit SOS Racisme a été sifflé à la manif de Saint-Denis. J'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai compris pourquoi. Parce qu'en fait, on a franchi un cran. On est passé de la dialectique racisme-antiraciste à la dialectique racisé-racisant. Ce qu'a très bien dit le professeur Jean Travoileau, qui est un homme très brillant, qui a parlé de ce sujet avec quelques fulgurances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire racisé-racisant? Ça veut dire qu'il y a, en fait, c'est les blancs et les noirs. Donc, un blanc, s'il ne fait pas d'effort, il peut être très facilement raciste. De toute façon, c'est un racisme systémique. Donc, ça ne dépend pas de sa mentalité. Voilà. Et les racisés, vous vous rendez compte, les racisés, ce n'est pas moi qui invente ça. Les racisés, c'est la France insoumise qui parle des racisés. Et qui a dit, d'ailleurs, il faut qu'il y ait des maires racisés pour ressembler à la population. Voilà. On en arrive à cette dialectique. Et quel est le but de cette vitrification? À partir de ces 4 armes de vitrification, le but, il est triple. Premièrement, faire taire celui qu'on considère comme un adversaire, lui couper la parole, fermer ses news. Deuxièmement, déraciner les petits Français, s'assurer que la clause de la honte du grand-père fonctionne. Et troisièmement, faire de la France un espace cosmique. Et vous aviez prophétisé les sifflets pour SOS Racisme. Il y a 2 semaines, vous aviez eu cette formule un pur trouve toujours un plus pur. Et c'est la formule de Saint-Just. Oui. C'était laquelle? Rappelez-la nous. Saint-Just disait, à propos des révolutionnaires qui se coupaient la tête les uns. La révolution dévore toujours ses enfants. Voilà, c'est ça. Et il disait, un pur trouve toujours un plus pur qu'il est pur. Vous parliez de la France insoumise, justement, Philippe de Villiers. Depuis les élections municipales, on parle matin, midi et soir de cette fameuse Nouvelle France. Chacun y va de sa définition. Quelle est votre définition de la Nouvelle France, Philippe? Alors d'abord, c'est une escroquerie sémantique. Puisqu'il y a encore le mot France, alors que c'est l'anti-France, la post-France. Ils détestent la France et ils veulent qu'on la déteste. Mais allons-y quand même, puisqu'ils ont adopté le terme et qu'il est repris par la presse. Alors d'abord, la première caractéristique de la définition, c'est qu'elle intègre l'idée que s'il y a une nouvelle France, il y a une ancienne. Elle la désigne du doigt, l'ancienne. L'ancienne France vieillissante, l'ancienne France phallocratique, l'ancienne France rurale, l'ancienne France hétéronormée. Ensuite, cette ancienne France, il la désigne comme étant stérile, alors que la leur est prolifique. En effet, ils reprennent à leur compte la phrase de Boumedienne, l'enfantement est le djihad des femmes. Et c'est là tout le danger de cette fameuse Nouvelle France, c'est qu'en fait, avec le no-kid, la Macronie la France ne fait plus d'enfants. No-kid, voilà, pour ne pas polluer la planète, et pour bien d'autres raisons, parce qu'en fait, ils ont tué la famille.
Alors que les familles musulmanes, elles, sont prolifiques. C'est le coup de génie de Mélenchon qui un jour m'a dit « Moi, la démocratie, c'est mon régime ». Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Ah, le nombre, le nombre, le nombre ». Eh oui, bien joué, effectivement. Et alors, la Nouvelle-France repose sur deux principes. Le premier, c'est le principe révolutionnaire du prolétaire d'après, c'est-à-dire qu'en fait, le musulman remplace le prolétaire dans sa fonction rédemptrice. Ça, c'est fort. Et ensuite, deuxièmement, c'est l'enjeu démographique. On dépeuple et on repeuple. Le grand remplacement. Vous vous souvenez que celui qui a parlé sur la place publique, sur le forum du grand remplacement, c'est Éric Zemmour. Tout le monde lui est tombé dessus en disant « Ah là là, c'est pas vrai, le grand remplacement, il n'y a pas de grand remplacement. » Et tout à coup, Mélenchon arrive et dit « Ah mais si, il y a un grand remplacement et je le revendique. » Donc le grand remplacement a changé d'étiquette et changé de compartiment. Il était à l'arrière du train, il est passé dans la locomotive. Voilà. Et tout le monde dit « Ah oui, ah bah voilà, bon, parce que c'est Mélenchon qui parle. » Voilà. Et il y a quelqu'un qui a très bien vu tout ça, c'est François Ruffin, qui a dit en fait la vision globale de Mélenchon, c'est pas une vision sociale, les petits, les travailleurs, ça c'est une vision spatiale. Les quartiers, les métropoles contre la ruralité, et même il dit raciale, en dressant des murs. Et il dit, en fait, Mélenchon dresse la France des tours contre la France des bourgs. Et si vous me permettez d'embrasser 1500 ans d'histoire en 4 phrases, pour bien situer ce que veut dire la Nouvelle-France, je vous dirai ceci. Il y a eu l'ancienne France, qui a été grand remplacée par la France nouvelle. C'est ainsi qu'elle s'appelait. C'était le mot de Marat, c'était le mot de Robespierre. La France nouvelle. Tabula rasa. Donc l'ancienne France a été grand remplacée par la France nouvelle. La France nouvelle, au XIXe siècle, s'est appelée, sous la plume de Chateaubriand, la nouvelle ancienne France, très attaquée par la gauche progressiste. Cette nouvelle ancienne France, elle a été grand remplacée quand elle est morte à Maastricht. Pourquoi je dis grand remplacée ? Parce qu'il y a eu un nouveau changement de souverain. Le premier souverain, c'était le roi, l'ancienne France. Le deuxième souverain, la France nouvelle, c'était le peuple souverain. Puis le peuple souverain a été liquidé, transféré, sans que personne dise rien, à Maastricht. Cette nouvelle ancienne France est morte comme d'Artagnan sous les murs de Maastricht, puisque le souverain a encore changé. Maintenant, le souverain, c'est plus le peuple, c'est la technocratie de marché. Et puis voilà que la nouvelle ancienne France est en voie d'être remplacée par la nouvelle France. Et ce que je vous prédis, Eliot, Geoffroy, mais ça fera l'objet d'un chapitre nouveau. Il faudra qu'on le traite. Je pense, pour des raisons que je voudrais vous expliquer, que cette nouvelle France ne durera pas longtemps et qu'elle sera grand remplacée par la France de toujours. Philippe de Villiers. Il nous reste un tout petit peu plus de 10 minutes. Et je sais que vous souhaitiez revenir sur les propos de Laurent Nunez concernant l'islam en France. Alors, il a rétropédalé en disant « J'ai commis une maladresse, la République n'a évidemment pas à s'occuper de la promotion de l'islam ». Je vous propose de l'écouter rapidement et nous en parlerons en longueur peut-être la semaine prochaine, mais au moins écoutez cette déclaration qui vous a marqué dans toute la déclaration. C'était le 12 mars dernier.
3 jours avant le premier tour de l'élection à la Grande Mosquée de Paris, au cours duquel il a souligné, je cite, qu'Emmanuel Macron était très attaché à l'islam, développer l'islam dans notre pays, à le faire connaître. Écoutez Laurent Nunez, parce qu'il y a aussi la notion d'ennemi de la République. Écoutez. Les musulmans en France endossent aujourd'hui une responsabilité particulière, celle de montrer que l'islam vécu ici, dans notre République, est un islam de sagesse, de connaissance et de responsabilité. Un islam qui élève les consciences et refuse d'être instrumentalisé par la haine ou la violence. Faire croire que l'islam serait incompatible avec la République, c'est tout simplement inaudible. Ceux qui prétendent cela se font eux-mêmes les ennemis de la République laïque, c'est-à-dire de la France, qui garantit à tous la liberté de croire et d'exercer un culte. Il n'y a pas d'autre définition de la laïcité dont nous avons célébré les 120 ans en décembre dernier. Geoffroy Lejeune. Cher Philippe, que vous a inspiré cette déclaration du ministre de l'Intérieur ? Moi, ce qui m'a... Alors, je passe sur la faute, l'erreur, le salto avant, le salto arrière, etc. Enfin bon... je voudrais reprendre ce qu'il a dit sur l'incompatibilité, sur la compatibilité entre... en fait, l'islam et notre civilisation. Bon, c'est ça qu'il croit. C'est pour ça que, comme tous les hommes politiques, il développe l'islam. Bon. Alors moi, je vais vous dire en 3 minutes ce que je pense là-dessus. Je pense qu'il y a un antagonisme fondamental entre deux civilisations, l'arabo-musulmane et la christiano-occidentale, et que c'est une grande preuve d'arrogance que de croire un instant qu'on va pouvoir adapter l'islam, le réformer à notre manière. Pourquoi ? Parce que l'islam est irréductible à nos catégories mentales. L'islam est une manière de concevoir le monde, de concevoir la vie dans toutes les dimensions. Alors comment faire pour sortir de ce conflit ? C'est sur quoi j'ai beaucoup réfléchi. Il faut attirer à nous les Français de désir, ceux qui sont sur le territoire français, qui nous regardent et qui voudraient nous ressembler, mais qui ne nous connaissent pas. Les autres, il vaut mieux qu'ils repartent. Si c'est pour mettre la pagaille chez nous, ou pour ne pas nous aimer, ou pour s'en prendre à nous, à notre civilisation, désolé, mais on est chez nous. Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire, premièrement, inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes. Pourquoi ? Parce que, je reprends ce que disait René Raymond, le grand historien, qui disait il faut affirmer le droit de primogéniture du christianisme chez lui. Une terre chrétienne depuis 2000 ans. Et au nom de ce droit d'antériorité, ça permettra de tenir les juges. Par exemple, depuis condamner Robert Ménard pour la crèche de Béziers, condamné à Lyon pour un sapin de Noël, etc. Le christianisme, fut-il finissant, est chez lui en France parce qu'il est là depuis 2000 ans. Ensuite, il faut donner envie aux Français de désir, ceux qui veulent nous rejoindre, de se dégager de la tutelle et de l'influence des pays d'origine pour qu'ils puissent gagner l'autonomie matérielle, politique, culturelle. Et troisièmement, leur donner envie de se dégager d'une lecture littérale du Coran et de la Sunna, parce que la France n'a pas vocation à devenir une terre de charia ou un califat. Il faut que ça soit clair. Et enfin et surtout, pour leur donner envie de nous ressembler, il faut leur donner envie de nous ressembler, non pas dans l'hédonisme et le nihilisme. C'est pas avec la laïcité qu'on arrête une lame de feu, mais leur donner envie de nous ressembler dans l'exaltation commune de notre patrimoine vital. Voilà ce que je pense. Alors que M. Nunez, ce qu'il pense, lui, à bas bruit, c'est qu'on a vocation à devenir une terre islamique. Il pense comme Jean-François Copé, qui a dit sur RTL, oui, ben voilà, c'est trop tard.
C'est trop tard. Et moi, je dis non, c'est pas trop tard. Philippe de Villiers, dernière thématique. Ce vendredi, Emmanuel Macron a rencontré le pape Léon XIV au Vatican, une première visite près d'un an après son élection. L'Élysée, d'ailleurs, a considéré en amont de cette visite qu'elle s'inscrivait dans la tradition républicaine et laïque. Une formule quand même audacieuse. Vous allez au Vatican pour respecter une tradition évidemment laïque et républicaine. Geoffroy Lejeune, alors qu'on découvre les images d'Emmanuel Macron et de son épouse au Vatican. Cher Philippe, que pensez-vous de cette visite et surtout dans le contexte qu'on est en train de vivre en ce moment? Qu'en attendez-vous? Rien. Voilà. C'est fini. Fin de l'émission. Fin de l'émission. Mais je vais vous dire ce que je pense de la visite. D'abord, le président de la République est, par son statut, il ne peut pas faire autrement, chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran. Donc, normalement, il aurait le droit de se revêtir de la tenue du chanoine. Avec toute la tenue noire, rouge, etc. La petite calotte, la mazette liserée rouge. Oh, je l'imagine. Brigitte lui dirait « Oh, que t'es beau en chanoine ». Mais derrière ce chanoine, il y a le successeur de Clovis. Pourquoi? Parce que chanoine du Latran, ça veut dire qu'on se raccroche à une tradition historique, à une continuité historique depuis le baptême de Clovis. Ce qu'avait très bien vu le pape Jean-Paul II quand il est venu à Reims en 1996. « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Il faisait allusion au baptême de Clovis. Au baptême de Clovis, c'est-à-dire quand l'évêque Rémy lui dit « Jette tes colliers, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. » Ah, quelle actualité! Ah, si le pape pouvait dire ça à Emmanuel Macron. À l'époque, il y a eu un miracle. On a un barbare qui échappe à l'arianisme, qui s'appelle Clovis, qui est franc, qui prie Wotan, les Valkyries, le Valhalla, et qui tout à coup arrive à Reims et se dévêtit, et il devient l'homme nouveau, baptisé, et il apporte avec lui les Antrustions, sa famille et tout un pays. C'est la France. Alors, en fait, je me dis, est-ce que le pape aura vu tous les personnages qui sont face à lui? Le deuxième personnage, après le chanoine, sous le chanoine, qui est en face de lui, et qui était en face de lui, c'était le législateur de la mort administrée. C'est-à-dire qu'en fait, il a un certain culot d'aller voir le pape. Au moment où on fait voter une loi qui va légaliser le meurtre, alors que l'interdiction de tuer, elle est consubstantielle à notre civilisation. Vous vous rendez compte que la non-assistance à personne en danger change de code et passe du code pénal, c'était un crime, au code de la santé, c'est une recommandation. On va tuer par commisération, par compassion. Et il est là en face du pape, il le regarde dans les yeux comme un séducteur. Et moi je me dis, en le voyant, regardez le pape, peut-être que le pape pensera ceci, un pays qui élimine un quart de ses enfants, qui s'apprête à éliminer un quart de ses vieux, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Voilà, Monsieur le Président. Enfin, le dernier personnage, je vais évoquer un souvenir personnel. Un jour, je parlais avec lui et je lui dis « Oh, vous savez, tu sais, Philippe, on est tous un peu, forcément, moi, l'homme politique, etc. » Il fait comme ça, puis il finit par lâcher le mot « alchimiste ». Et en fait, c'est l'idée de l'alchimiste avec ses cornus. Il met des liquides de couleurs différentes, du rouge, du vert, du bleu, etc. Et avec tout ça, en fait, il change les repères de la société. C'est l'alchimiste. Macron, l'alchimiste.
Qu'est-ce qu'il a fait, Macron? Il a trituré la société. Il a viré la matrice anthropologique de la chrétienté finissante. Il reste rien. On a une société sans père, une société sans mère, une société sans enfant, une société sans filiation. Il a touché à la vie, il a touché à la mort, il a touché à la transmission. Il a rêvé d'être prométhéen, de dérober le feu. Il a rêvé d'être faustien, de dérober la vie. Il est le petit serpenteau du jardin d'Éden qui dit au premier homme « Sicut Dei eritis, vous serez comme des dieux ». Et là, en fait, je me dis, il peut y avoir un miracle. La France est le pays du miracle. La France a commencé avec un miracle. Pourquoi? Parce que, en fait, le barbare qui est venu se faire baptiser à Reims, face à l'évêque de Reims, face aux évêques du royaume des Francs, qui étaient à l'époque désespérés parce que Rome venait de mourir, 476, et qui avait plus d'espoir pour l'Empire romain, et qui avait donc plus d'espoir pour la romanité chrétienne. Et lui, il est arrivé en conquérant. Et le conquérant a été conquis par sa conquête. Je forme le vœu pieux, que le visiteur du Vatican soit conquis par le regard de son hôte, qui viendrait lui visiter l'âme et y déposer un peu de ce qui reste de la grandeur de la fille aînée de l'Église. Un grand merci Philippe de Villiers.